Salut les amis, chers abonnés. Bon, ben ça y est, je me suis lancé dans le YouTube game, mais pour du vrai là. Là, c'est du sérieux. J'ai fait l'acquisition d'un micro. Ça change la vie. Donc voilà, enfin le son sera de qualité. Donc moi, j'avais un petit micro, mais bon, c'était pas terrible. Donc voilà, bah, je me sens pousser des ailes là, mais bon, je serais tenté de faire des vidéos un peu plus sur l'actualité ou la politique, surtout le contexte, avec le contexte du moment. Mais bon, eu égard à ma profession et à ce fameux devoir de réserve, je vais faire attention, hein, surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu la chasse aux sorcières. Là, je pense à un prof de philo syndicaliste qui s'est fait suspendre pendant 3 mois pour malpensance. Bon, ça fait un petit peu peur quand même. Donc voilà, un courageux mais pas téméraire. Donc ben, certains peut-être devinent ou lisent entre les lignes. Et voilà, c'est vrai que j'aimerais pouvoir en faire plus. Surtout quand je vois certains youtubeurs que je suis. J'avoue que je suis pas mal YouTube, je regarde plus la télé. Bah, j'avais gardé un petit peu sous le coude un article, alors que j'avais déjà plus ou moins évoqué lorsque j'ai fait le traité donc, dans mes vidéos le mystère du tombeau d'Alexandre. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on en parle et c'est pour le coup on a envie de prendre ça au sérieux parce que c'est quand même voilà une équipe d'archéologues qui fouille Alexandrie depuis 20 ans. Donc c'est une chercheuse, je vous lis le chapeau. Une chercheuse donc grecque qui pense avoir découvert le quartier royal d'Alexandrie qui pourrait abriter la dépouille perdue d'Alexandre le Grand. Il lui aura fallu 21 ans de fouilles pour parvenir à cette incroyable trouvaille. Parce que là, le titre, hein, c'est carrément incroyable. Une archéologue aurait découvert le tombeau d'Alexandre. En fait, non. Elle pense-t-elle identifier le quartier royal, donc ce que vous voyez là en numéro 7. Donc c'est l'emplacement hypothétique, si on suit le récit de Strabon, de la tombe, ce qu'on appelle le séma. Donc attention, parce que le soma, c'est le corps, la dépouille en tant que telle. Le séma, c'est en grec le tombeau. Donc voilà ce que nous dit Ça m'intéresse. Alors, j'avais une autre image de cette revue. C'est pas du haut niveau, j'avoue. Bon, autant aller sur Wikipédia. Euh, des livres d'histoire aux productions hollywoodiennes, il est partout. Il y a eu un pauvre film qui a été fait par Oliver Stone. Partout. Non, il est nulle part. La HBO n'a pas encore fait la série sur Alexandre et les Diadoques. Je l'attends de pied ferme. J'espère la connaître de mon vivant. Non, il n'est pas partout. Mais par contre, c'est vrai il est beaucoup plus à la mode. Moi, il y a 20 ans, c'était vraiment une niche. Alexandre le Grand, les gens, qui me parle. Voilà. Et là, bah, comme la jeunesse européenne redécouvre un petit peu ses racines, euh, une réaction saine, et ben, il est beaucoup plus mis en avant, je vois dans la jeunesse, il s'intéresse beaucoup plus à ce personnage. Donc voilà, je suis bien content d'avoir œuvré de ma façon, notamment bah, sur Wikipédia et puis à travers les vidéos également. Alors, bon, je vous résume le topo, mais donc cet archéologue qui s'appelle Calliope Limneos Papacosta, c'est vraiment un joli nom. Je vais vous la montrer, elle a quelque chose, cette femme, elle a un beau sourire, et moi j'aime bien, c'est le côté un peu Indiana Jones, un petit peu old school. Et puis la chemisette Camel Trophy, moi j'aime bien. Ça franchement, il faut oser. C'est pas woke. Non, non, c'est pas woke. Camel Trophy. Moi j'aime bien. Ça sent bon les années 70, à l'époque où on faisait de l'archéologie dans des 4x4. Ouais, ça a changé. Et donc, bah, elle travaille sur ce site hein, depuis plus de 20 ans, qui est sous un parc public. Parce que le souci d'Alexandrie, c'est qu'en fait, au départ, c'était construit au niveau de la mer, donc du temps évidemment bah, à l'époque hellénistique. Et au fur et à mesure des différents raz-de-marée, tremblements de terre, destruction, incendies, etc., il y a plusieurs couches en fait qui ont été aménagées. Et donc en fait, parce qu'on a du mal à comprendre bah, pourquoi on ne va pas creuser, bah, parce qu'en fait il y a des mètres et des mètres et des mètres de remblais, de béton, de terre. Voilà, c'est très très compliqué en fait de fouiller Alexandrie, beaucoup plus qu'on imagine, parce que ils ont gagné des dizaines de mètres en fait sur l'altitude, on dira, de départ de la ville.
Et donc là où ça avait fait un petit peu le buzz à l'époque, c'est qu'ils avaient découvert une statue donc, d'époque romaine, mais qui représentait Alexandre. Et je me souviens, cette vidéo, publiée par Nat Geo, était très émouvante. Elle pleurait, enfin, pleurait d'émotion. Et on voyait comme ça petit à petit apparaître le visage. Et finalement, on a vu que c'était Alexandre le Grand. Enfin, c'était un beau moment. Enfin, c'est pas l'archéologie un petit peu opportuniste, quoi. Ça fait quand même 20 ans qu'elle est là, à fouiller avec son équipe. Donc, chapeau, quoi. Euh, et ben oui, effectivement, donc la patience et l'opiniâtreté payent. Donc la chercheuse entame sa 21e année de fouille sur place. Je n'ai jamais vu dans toute ma carrière quelqu'un qui soit resté sur le même site pendant 20 ans, s'étonne l'un de ses associés. Donc la zone particulièrement sujette au tremblement de terre, bah, je l'avais dit tout à l'heure, les raz-de-marée aussi. Hein, tout ça, ça vient de la faille située au sud de Crète. J'en ai aussi parlé récemment dans une vidéo à propos de la caldeira de Santorin. Et donc a vu les eaux du fleuve engloutir des quartiers entiers et chaque excavation archéologique implique de pomper inlassablement les infiltrations et les poches qui parsèment les sols. Donc vous voyez là aussi le problème des sols qui sont gorgés d'eau. Donc des opérations longues et coûteuses. Parce que sinon c'est vrai qu'on se dirait, bah tiens, on connaît l'emplacement, même là sur les cartes, etc. Mais ça reste très compliqué. Alors une Lara Croft, ouais, un petit quelque chose, c'est la maman de Lara Croft. Papa Costa, bah, elle a grandi avec l'idée qu'on ne pouvait pas avoir égaré la tombe d'un homme aussi illustre. Alors, je crois que la momie c'est mal barré, hein, mais l'emplacement du tombeau, c'est possible. Alors, justement, bah, ça me fait penser, parce que je vous ai préparé quand même un petit corpus photographique. Là, voilà, c'est les fouilles hein, de l'équipe donc, qui travaille pour l'Imneos Papa Costa. Et là, donc, je vous avais montré l'emplacement présumé du quartier royal, basiliqué Ilé, si je ne m'abuse, en grec. Et là, bah voilà, c'est la momie dont je parlais à l'instant. Donc ça, c'est un tableau qui montre Octave Auguste qui s'en va rendre hommage aux conquérants. Et là, bah, c'est une vision un petit peu idyllique tirée d'Assassin's Creed. Donc, c'est le tombeau. D'après, on dira des descriptions antiques, notamment celle de Strabon ou de Pausanias également, le père Liégète. Donc, là aussi, on peut saluer le travail des game designers et des artistes d'Ubisoft pour le coup. Et là, bah, voilà, là aussi une vision assez émouvante du tombeau. Qui à un moment était en or. Il y a un des Ptolémées qui avait besoin d'argent, donc il a fondu le sarcophage et il l'a remplacé par un sarcophage, je crois que c'est Ptolémée 8, d'albâtre translucide. Donc on pouvait voir la momie à travers le matériau. Oui, c'est fascinant. Oui. Alors on compte en tout 140 fouilles dans le monde entier, donc des fouilles homologuées, hein, donc des fouilles officielles. Alors, il y a même qui sont allés chercher jusqu'à Venise, un peu en mode Indiana Jones ou Da Vinci Code. Voilà, c'est un dénommé Andrew Shug, un chercheur historien américain. Bon, c'est des thèses un peu fumeuses pour le coup. Alors donc pour se mettre sur la bonne piste, l'archéologue grec est allé puiser de précieuses informations dans des récits antiques, notamment, donc j'avais dit Strabon, et dans une carte d'Alexandrie datée du 19e siècle. Une méthode à l'ancienne, comme on disait tout à l'heure, un côté un petit peu old school, couplé au procédé beaucoup plus moderne de la tomographie qui permet de scanner le sol et d'obtenir une image 3D de ce qu'il peut contenir, comme des ruines par exemple. Le problème, c'est que 14 sites potentiels sont ressortis de ces recherches et qu'il a fallu les examiner un par un avec les contraintes citées plus haut. Donc, notamment le fait que le sol soit gorgé d'eau. Donc Alexandre Superstar. Donc si les espoirs se confirment, cette trouvaille serait une véritable aubaine pour le tourisme égyptien qui compte beaucoup sur son patrimoine pour relancer le tourisme. Alors il est vrai que, de ce que j'ai pu comprendre, les autorités égyptiennes font des découvertes, mais ils les divulguent petit à petit en fait, pour créer l'attente, pour créer l'envie. Un jour ils vont nous sortir un papyrus, un jour ils vont nous sortir une statuette, un jour, ils vont nous sortir les fouilles à Alexandrie. Donc voilà, derrière tout ça, il y a quand même l'enjeu du tourisme, évidemment. Donc oui, évidemment, c'est des découvertes réelles, mais qui sont divulguées de manière stratégique, si je puis dire.
Donc récemment, c'est la mise au jour d'une ville romaine entière près de Luxor qui fait les gros titres avec le concours du ministère des Antiquités, premier ambassadeur touristique du pays. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Donc en parallèle, Alexandre continue d'agiter l'actualité archéologique avec la découverte d'un livre d'histoire dans les vestiges d'Herculaum. Alors attention, hein, c'est un parchemin avec 5 lignes, hein, peut-être pas s'emballer. Donc carbonisé et enseveli par l'éruption du Vésuve, donc qui a englouti évidemment la ville voisine de Pompéi, il y a près de 2000 ans. Donc l'ouvrage qui détaille l'évolution de l'empire d'Alexandre après sa mort a pu être déchiffré grâce à une intelligence artificielle et une analyse au rayon de traces d'encre sur les pages en cendres. Alors j'ai eu aussi l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus il y a un mois ou deux. Alors on n'a pas l'auteur, mais il cite notamment Cassandre et Séleucos, donc des dialogues d'Alexandre. Et moi je soupçonne un des seuls ouvrages en fait qui existait déjà à l'époque, c'est Hieronymus de Cardia, donc l'histoire des successeurs d'Alexandre, donc qui a écrit peu après la période, vers l'an 300, donc qui était contemporain des Diadoques, qui était un compagnon au départ de Mène de Cardia et puis ensuite d'Antigone. Donc en tout cas, Hieronymus, on a perdu toutes ses œuvres, mais il a été utilisé par Arien notamment. Sauf qu'en fait, Arien a écrit après l'éruption du Vésuve, donc ça peut pas être l'histoire de la succession d'Arien, ce n'est pas possible. Donc ça peut être qu'une source primaire en fait. Donc en grec. Hein. Et donc moi je mettrai ma petite pièce sur Hieronymus de Cardia, vu les dates. Donc impossible de savoir à qui appartenait l'objet et les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un emprunt non rendu parce qu'en fait c'est la maison d'un érudit on dirait parce qu'on a trouvé beaucoup de livres de philosophie et cet ouvrage d'histoire faisait un peu tâche entre guillemets et on pense que c'était peut-être un emprunt à une bibliothèque. Donc il doit payer une sacrée amende depuis 3000 ans. Un oubli que l'histoire lui pardonnera. Donc voilà pour cet article, parce que j'ai lu Nat Geo en me disant, bah tiens, c'est peut-être un petit peu plus poussé. Sauf qu'en fait, Nat Geo, c'est bien sympa, leurs vidéos, tout ça, c'est vraiment bien fait. Puis ils sont pas trop woke, honnêtement, ça va, quoi. C'est une certaine tenue. Sauf qu'en fait, c'est des traductions faites un peu à l'arrache, quoi. Donc on sent que parfois les formules sont un petit peu malheureuses. Parce que regardez, alors là, il nous dit donc tout le monde connaît l'histoire alors déjà, du roi de Macédoine. Vous voyez, c'est mal traduit, c'est mal relu, il manque des mots. Et de Perse, un des empereurs. Alors déjà, le truc empereur, il n'est jamais empereur, il est roi. Roi de Macédoine, ou même roi des Macédoniens, si on veut être précis, et roi d'Asie, à la suite des Achéménides. Hein. Il a inventé le titre, hein, roi d'Asie, pour dire roi Achéménides. Il n'a jamais été empereur. Enfin là, bon, quand même. Donc ce soma, donc là oui, là, ils ont repris le terme dont je parlais tout à l'heure, donc le tombeau, qui renferme la dépouille du conquérant, était un objet de culte sous les Lagides, d'où le somptueux mausolée qui avait été construit. Mais entre le 4e et le 7e siècle, il aurait été déplacé ou détruit à cause de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, donc surtout à des tsunamis. Hein. Donc on pense d'ailleurs vers 380. Il y a eu un tsunami terrible qui a englouti Alexandrie, qui a fait des dizaines de milliers de morts, qui on pense a définitivement achevé la bibliothèque, et on imagine que ça n'a pas dû aussi faire du bien dans le reste de la ville, et c'est une des thèses qui explique aussi la disparition, en tout cas de la momie, et même l'emplacement du tombeau. Alors, c'est pas l'avis de cet archéologue donc, qui cherche depuis 21 ans sa trace, donc Calliope Limnios Papakoska, qu'on ne présente plus. Alors, selon nos confrères, l'archéologue grec s'est mis dans la tête qu'il était impossible de ne pas trouver ce tombeau. Et donc, bon, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la tomographie. Et donc, elle a dû analyser un par un les 14 sites. Et là, bon, bah, elle estime que c'est en tout cas pas le tombeau, mais l'emplacement du quartier royal. Et là aussi, ça reprend un peu ce que je disais là au niveau du gouvernement égyptien. C'est un nouveau coup de pouce pour le tourisme égyptien dans cette région d'Alexandrie. Bon, fascinant. Alors là, par contre, je rebondis sur ils ont fait un petit lien aussi vers l'idée qu'on aurait trouvé une nouvelle théorie quant à la mort d'Alexandre, nouvelle hypothèse, parce que bah, évidemment on suppose la thèse principale c'est le paludisme, la malaria, voire la fièvre typhoïde. L'empoisonnement, on peut raisonnablement le mettre de côté, mais là elle parle carrément d'une maladie auto-immune. Alors bon,
Moi, je me méfie des médecins légistes 2500 ans après, hein. Ouais, juste en lisant les éphémérides royales ou Diodore ou Arien, c'est un petit peu compliqué de faire un diagnostic parce que la malaria, pour le coup, déjà les symptômes clairement faisaient penser à la malaria, mais surtout que c'était endémique dans tout la Méditerranée orientale, la Mésopotamie, le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Donc ça paraît tout à fait plausible, sachant il s'était baladé quelques jours avant dans les canaux de la Babylonie. Donc voilà, bah oui, un moustique a mis fin au règne du plus grand roi de l'Antiquité. Bah, il n'a pas donné tous ses secrets. Voilà, voilà, c'est ça l'intérêt du personnage. C'est qu'il y a encore une part de mystère. Ça rappelle aussi bah, voilà, que tout ce qu'on sait de lui, c'est des sources beaucoup plus tardives, hein. En gros, le récit le plus récent, c'est celui de Diodore. On est là au 1er siècle avant notre ère. Donc c'est comme si on connaissait uniquement Napoléon par des sources de maintenant, quoi. Donc effectivement, ça prête parfois à caution, et c'est ce qui fait que ce personnage est encore nimbé de légende. Donc voilà, bah, écoutez, merci encore pour vos vues, vos likes, hein, et je vous dis à bientôt les amis.